prendre soin de l'humain dans la santé est la mission de la Fondation NES Dominique Beneteau. Cette mission incarne des valeurs de solidarité et d'engagement du groupe MNH NES. Aujourd'hui, nous accompagnons 27 projets œuvrant sur un des 3 axes que la Fondation, que sont l'accès à la santé, la prévention et le parcours de soins. La Fondation, en plus du soutien financier apporté aux projets soutenus, accompagne la modélisation et le changement d'échelle des initiatives, plaçant l'humain au cœur de leur démarche et apportant les réponses aux enjeux de santé. Pour cela, nous proposons à ceux qui le souhaitent une formation collective à l'évaluation d'impact social et, pour aller plus loin, un accompagnement personnalisé. 12 porteurs de projets bénéficient actuellement d'un suivi individualisé et d'autres envisagent d'en bénéficier. 3 d'entre eux ont accepté de se joindre à nous pour témoigner de ces accompagnements sur le terrain et nous les remercions. Nous espérons que ces témoignages pourront servir à nourrir votre connaissance et vos réflexions sur l'évaluation d'impact social. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous, nous sommes absolument ravis que vous ayez pu nous rejoindre pour ce travail sur l'évaluation d'impact social. On est un certain nombre, on va vous faire une présentation qui va être à la fois théorique mais surtout très pratique, répondre au maximum aux questions, tout à fait dans l'esprit du président Maurice Mouet qui a bien expliqué quelle était l'ambition de la Fondation et comment on pouvait travailler avec le terrain pour faire bouger des lignes dans notre champ de la santé. Pour parler de ce sujet, je vais commencer par vous, Frédéric Martz. Donc vous êtes la fondatrice de l'Institut Women Save Children. Peut-être pouvez-vous nous dire en une minute ce que c'est cet institut? Je suis cofondatrice avec le docteur Pierre Foldès. Nous avons créé un lieu unique de prise en charge pluridisciplinaire des violences faites aux femmes et aux enfants. Merci beaucoup. Stéphanie Kiermitz, donc vous êtes la responsable à la fois pédagogique et de la formation d'une association, les Transmetteurs. C'est magnifique, les Transmetteurs. Ça consiste en quoi? Voilà, les Transmetteurs, donc c'est une association créée par le docteur Emmanueli et le docteur Tartière, qui a pour objectif, en gros, qui réunit déjà, une réserve de bénévoles retraités du médico-social, qui ont 2 grandes ambitions: venir en renfort des structures médico-sociales en tension ou en crise, et une grande mission de transmission de leur savoir et de leurs connaissances acquises tout au long de leur expérience professionnelle. Passionnant. Guillaume Équerlin, directeur d'établissement, et vous portez un projet qu'on est ravi d'accompagner, le Fab Lab, au sein de votre CHU de Bicêtre. Bonjour, oui, donc je suis Guillaume Équerlin, je suis cofondateur du Fab Lab hospitalier Héphaïstos, qui a pour mission de faciliter le quotidien des soignants et des patients à travers la construction d'objets numériques en impression 3D. Ça a fait appel à certaines technologies innovantes, donc les impressions 3D, les presses à injection, etc. Et donc nos projets consistent à proposer et à travailler avec les services de soins et tous les services de l'hôpital en fait, pour fabriquer des objets qui facilitent leur vie. Voilà. Très bien, passionnant aussi. Et puis François Catelineau, qui est cofondateur de l'agence Phare. L'agence Phare, c'est François? L'agence Phare, c'est une agence d'études et d'évaluation de politique publique et d'évaluation d'impact social. On travaille donc avec la Fondation NES et une partie des structures qui sont soutenues par la Fondation pour les accompagner dans leur démarche d'évaluation, que ce soit par de l'accompagnement méthodologique ou de l'évaluation externe de leur projet. Très bien, merci beaucoup. Donc ça n'a rien à voir avec le programme phare du ministère. C'est bien 2 sujets complètement différents. Aucun. Donc en pratique, alors, au cours de ce webinaire, on va durer 1 heure. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser à travers le chat. On en fera la synthèse et on essaiera de répondre au maximum. Pour ceux qui souhaitent pouvoir récupérer, vous récupérez bien évidemment l'ensemble des travaux. On en reparlera à la fin. Tout sera accessible, bien évidemment. L'intérêt, c'est de partager au plus grand nombre. Parler d'évaluation d'impact, parler d'une démarche, c'est quand même au début planter un peu le décor pour essayer de reprendre quelques fondamentaux
pour qu'on soit tous bien alignés sur le sujet, parce que c'est toujours le terme évaluation. On peut s'en faire une montagne, une grande, une petite. Donc merci beaucoup François, déjà d'avoir la gentillesse de nous replanter ce décor pour qu'on puisse tous avoir des points de repère et qu'on comprenne bien ensuite comment ça se passe dans la vraie vie. Avec plaisir. Donc l'évaluation, on ne va pas aller dans le détail du détail, mais présenter peut-être déjà quelques éléments, notamment des éléments de définition pour commencer. L'évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui vise à comprendre, à mesurer et ou à valoriser les effets négatifs ou positifs qui sont générés par une organisation, par une structure, une association, sur ses parties prenantes. C'est une définition qui est intéressante parce qu'elle met plusieurs verbes qui sont utiles en son sein. Évidemment, mesurer, c'est un peu le cœur de la machine. On va mesurer, on va voir quels sont les effets à T0, à T plus 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Donc voir qu'est-ce qui a changé et combien ça a changé quelque part. Mais c'est aussi comprendre, c'est-à-dire qu'on va chercher à savoir qu'est-ce qui produit les effets d'un projet, comment on les analyse et comment on peut les utiliser par la suite. Ça fait lien avec le troisième verbe qui est intéressant, c'est la question de la valorisation. C'est-à-dire que quand on fait de l'évaluation, on va forcément, et c'est mieux de le faire le plus tôt possible, s'intéresser à ce qu'on va faire des résultats d'une évaluation pour communiquer, ça peut être un exemple, mais aussi pour améliorer son projet, pour en faire part à ses bénévoles, etc. Il y a 3 éléments qui sont également intéressants quand on parle d'évaluation qu'il faut prendre en compte, c'est la question de la multidimensionnalité. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'évaluation sur différents objets. On peut choisir un projet, on peut choisir l'action de son association en général, et puis on peut s'interroger sur différents angles particuliers. La question de l'impact social, donc des enjeux vraiment sociaux, sociétaux, mais pourquoi pas aussi les enjeux environnementaux de son projet, ou des enjeux, pourquoi pas, politiques, de plaidoyer, etc. L'évaluation, elle peut donc intégrer différents aspects, mais une évaluation, et là c'est une première préconisation, une évaluation qui est utile, et vous nous le direz probablement par la suite, vous, porteurs de projet, une évaluation utile, elle cherche d'abord à délimiter son périmètre et justement à ne pas tout évaluer. Un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'évaluation des effets qu'on dit élargis, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des effets qui sont attendus, évidemment, donc on va chercher à vérifier que ce qu'on souhaite atteindre comme résultat, comme objectif, eh bien, ça fonctionne ou pas, ou peut-être partiellement. Mais on va aussi pouvoir voir, grâce à l'évaluation, les effets qui sont peut-être inattendus, moins attendus d'un projet, mais qui sont également intéressants, voire des effets qu'on peut qualifier aussi d'indirects, c'est-à-dire que son action peut avoir des effets, des impacts sur des types de bénéficiaires auxquels on ne s'attendait pas, ou dans les parcours des bénéficiaires. Et puis, troisième élément qu'il faut avoir en tête, l'évaluation. Quand on parle d'évaluation, on parle de changement. Et donc, on va s'intéresser à l'analyse des transformations des individus qui sont les bénéficiaires ou les patients, pourquoi pas, ou de groupes sociaux. Et donc, les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé, et pourquoi et comment cela a changé. En conclusion, sur cette première définition, il y a un consensus globalement sur cette définition parce qu'elle est assez large, elle est assez englobante. Néanmoins, il n'y a pas de consensus forcément sur les méthodes qu'on met en place ensuite pour mesurer et pour évaluer. Et au contraire, il y a une diversité d'outils et de techniques qui sont précisément intéressantes à connaître pour pouvoir choisir finalement la bonne approche qui nous convient en tant que porteur de projet. Si on en vient justement aux différentes approches, pour redonner un petit peu un panorama et un contexte, un écosystème finalement de l'évaluation d'impact social et le replacer avec l'ensemble des autres démarches qui existent, il faut bien faire la distinction entre l'évaluation d'impact social et le bilan. Le bilan, ça va être de mesurer et de rendre compte de l'activité qu'on peut avoir en tant que porteur de projet. La capitalisation, qui va s'attacher à tirer des enseignements sur son action, sur son projet, pour par exemple en faciliter l'essaimage ou la duplication. On peut distinguer également les études sur les publics, qui visent à mieux comprendre ses bénéficiaires, pour ensuite leur proposer des choses qui sont plus adaptées. L'évaluation, et là on s'attache vraiment directement au secteur social et médico-social, l'évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux, les ESMS, c'est une pratique qui est réglementée, notamment avec la loi de 2002, qui est relativement formelle et qui porte, elle, sur les activités et la qualité de service, finalement, qui est rendue à l'usager. Donc on s'interroge sur la qualité, sur le niveau de service, plus que sur ce que ça change ensuite. Dans le secteur médical, il y a également des approches qu'on appelle les approches expérimentales qui visent à mesurer des choses, toutes choses égales par ailleurs, et qui notamment ont pu être testées sur des approches médicamenteuses, etc. Et puis enfin, l'évaluation d'impact social qui, elle, vise vraiment à mesurer et expliquer les changements qui sont observables sur les bénéficiaires. Donc la clé d'entrée quand on parle d'évaluation d'impact social, c'est qui sont les bénéficiaires et qu'est-ce que ça change chez eux, votre projet. Et puis enfin, on a une dernière approche qui est post, on va dire, évaluation d'impact social. Une fois qu'on a mesuré son impact et qu'on le connaît, on peut potentiellement essayer, dans certains cas, c'est pas toujours facile, mais on peut essayer de le faire, on peut essayer de le monétariser et donc de donner finalement une approche coût-bénéfice sur les activités qu'on a mises en place.
Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont donc différentes approches qui n'enlèvent pas toutes stricto sensu d'évaluation, mais qui sont extrêmement complémentaires. Et par exemple, faire du bilan, c'est utile quand on fait de l'évaluation d'impact social, et quand on fait de l'évaluation d'impact social, c'est utile pour capitaliser ensuite et réfléchir à la suite de son projet. Quelques notions clés qu'il faut connaître quand on parle d'évaluation. C'est évidemment rapide, mais ça donne une grille de lecture. Il y en a 4. Les bénéficiaires, c'est-à-dire les publics qu'on va cibler avec son projet. Ça peut être des individus, des groupes sociaux, par exemple des personnes qui sont à la rue, par exemple des personnes qui sont atteintes d'un certain type de maladie. Ça peut aussi être des organisations. Deuxième élément, ce sont les impacts. Donc les impacts, ce sont les effets ou les groupes d'effets à long terme qu'on peut observer chez des bénéficiaires, avec l'idée qu'il y a une forme de non-réversibilité de l'impact, c'est-à-dire que quand on a un impact, on va considérer qu'il est plutôt pérenne, qu'il est plutôt ancré, et qu'on a donc des changements et des transformations qui sont plutôt durables. Le troisième élément, c'est la question des indicateurs. Les indicateurs qui sont donc des preuves qu'on se donne pour vérifier simplement que les impacts sont atteints, et qui servent à objectiver un jugement évaluatif. L'idéal, ça c'est un peu une deuxième préconisation, c'est de se doter de quelques indicateurs, si possible qu'ils soient à la fois quantitatifs et qualitatifs, mais pas de se donner des batteries d'indicateurs, de dizaines et des dizaines d'indicateurs, parce que souvent c'est peu opérationnel et on n'arrive pas à les remplir quand on est un porteur de projet. Dernier point, les données. Les données, ce sont les indices qui servent à renseigner les indicateurs. C'est des éléments qualitatifs ou quantitatifs qui vont permettre d'observer des évolutions dans le temps, par exemple, et qui implique évidemment de construire des outils de collecte de données, des outils de collecte de données simples et partagés, c'est le mieux, et d'anticiper ce qu'on va en faire ensuite. En termes d'enjeux de l'évaluation, on a plusieurs enjeux différents, et si on veut catégoriser un petit peu les choses, on a des enjeux qui sont d'une part externes, d'autre part internes. Les enjeux externes, ça va être de prouver l'efficacité de l'action qu'on a menée, évidemment, de communiquer auprès de ses financeurs et de ses partenaires, c'est pour ça qu'on parle d'enjeux externes, et de plaider pour une action de transformation des pratiques et des lois si on se place vraiment dans une logique de plaidoyer. Et les enjeux internes, donc à l'organisation, ça va être de garantir, d'améliorer ou de garantir l'impact de son organisation et de son projet, par exemple si on change d'échelle, si on essaime. Ça va être de piloter plus efficacement son action auprès de ses salariés, auprès de ses bénévoles, et puis de susciter aussi un enthousiasme, ou à minima des réflexions communes et de donner du sens au travail ou à l'action bénévole qui peut être menée au sein de l'organisation. Les grandes étapes de l'évaluation, pour continuer, de manière assez simple et factuelle. On a 6 grandes étapes. D'abord se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut évaluer. Ce n'est pas forcément automatique, ce n'est pas mécanique, ça n'arrive pas toujours. Il ne faut pas considérer qu'il faut le faire absolument tout le temps et à tout bout de champ. Donc d'abord se poser la question de pourquoi on veut le faire, pour bien comprendre et pour bien être sûr qu'en interne au sein de l'organisation on est d'accord. Ensuite se poser les questions plus précisément de quelles actions on veut analyser. Je le disais tout à l'heure, mais il ne faut pas chercher à tout évaluer, tout analyser, tout étudier. Commencer petit, c'est aussi l'assurance d'aller un petit peu plus loin. Ensuite, se poser la question des indicateurs qu'on va choisir. Donc, je disais, les indicateurs, ce sont les preuves qui vont nous servir à démontrer, objectiver l'impact qu'on peut avoir. Ensuite, simplement, vient la question des méthodes qu'on veut utiliser, qui doivent servir et uniquement servir et non pas être le point de départ. Ensuite, on va collecter des données qualitatives, quantitatives, notamment auprès de ses bénéficiaires, pour s'assurer qu'effectivement les choses fonctionnent bien, qu'on peut constater des évolutions. Et puis ensuite, on va se poser la question, il ne faut pas l'oublier, de comment est-ce qu'on va valoriser les résultats qu'on aura obtenus grâce à l'évaluation. Et donc, sur ces points indicateurs et méthodes, comment on choisit une méthode, quel est le nombre et la variété des indicateurs, c'est bien que tu nous précises pour qu'on soit clair pour tout le monde. Et on l'a bien vu quand on a préparé, c'est toujours compliqué. Et bien, sur les indicateurs et les méthodes, qui sont 2 enjeux effectivement assez clés de l'évaluation et qui parfois font peur, posent beaucoup de questions. Déjà, de définition, l'indicateur, c'est une grandeur qu'on peut observer, mesurer et qui peut servir à montrer des changements obtenus ou des progrès accomplis par un programme. Dans les indicateurs, ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est qu'il y a différents types d'indicateurs. C'est ça aussi parfois la source de la difficulté, c'est qu'on a des indicateurs qu'on va distinguer comme étant des indicateurs de bilan, de résultats et d'impact. Indicateur de bilan, par exemple, ça va être le nombre de formations que j'aurais mis en place pour mes bénéficiaires, par exemple pour qu'ils apprennent le français. Les indicateurs de résultats, ça va être le nombre de personnes qui vont être venues et qui auront assisté à ces formations. L'indicateur d'impact, eh bien, c'est effectivement est-ce que ça produit des effets sur leur connaissance, leur apprentissage du français. En termes de méthode, la méthode, c'est une approche, c'est à la fois aussi un cadre théorique et des outils qu'on va se donner pour collecter des données, des données et savoir les interpréter. On a différents types de méthodes, des méthodes quantitatives, donc souvent avec des questionnaires, avec des analyses de bases de données quantitatives, des méthodes qualitatives où là on va procéder par observation, par entretien semi-directif, par focus group, pour vraiment aller plus en profondeur. On va généralement interroger moins de personnes, mais celles qu'on interroge, on les interroge de manière plus approfondie sur leur parcours de vie. Et puis il y a évidemment un enjeu fort, c'est l'enjeu de la complémentarité.
plus on arrive à la fois à faire du quantitatif et du qualitatif, plus en général on a des résultats qui sont riches en matière d'évaluation et en matière d'enseignement sur le déploiement du projet par la suite. Très bien. Merci beaucoup, François, de nous avoir bien présenté cette partie théorique, mais qui est en même temps très pratique. Mais pour être vraiment très pratique, les 2 ou 3 points vraiment essentiels qu'il faut qu'on ait tous retenus de ta présentation et qui va nous aider dans notre vie quotidienne. La synthèse de la synthèse. Ouais. D'abord, bien identifier ce qu'on veut évaluer, je le disais tout à l'heure, et être aussi modeste dans les objectifs qu'on donne à l'évaluation, à une démarche d'évaluation. Ça, c'est hyper important, sinon on veut faire trop de choses et on s'y perd, et on perd toute l'équipe qu'on a autour de nous. Ensuite, se demander si on dispose des ressources pour évaluer. Donc des ressources en termes de temps. Est-ce qu'on a du temps à dégager pour ce faire ? Est-ce qu'on a des compétences en interne ? Ça peut aussi être l'occasion de faire un peu le tour de qui peut faire quoi dans une démarche d'évaluation, en termes d'enquête de terrain, en termes d'analyse statistique, etc. Et puis éventuellement aussi, est-ce qu'on a des moyens qui sont, non pas du temps, mais des moyens financiers pour faire appel à un prestataire, un accompagnateur qui peut permettre de consolider, d'apporter un petit peu de professionnalisme dans la démarche d'évaluation. Et le troisième point qui peut être intéressant, c'est d'en parler avec les autres. En l'occurrence, on va le faire aujourd'hui, mais de discuter entre pairs sur les différentes démarches d'évaluation qu'on peut avoir avec des organisations similaires ou peut-être moins similaires. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de bien nous expliquer. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est de partir des exemples concrets dans la vraie vie. Finalement, il y a 3 sujets qui sont clés, qui est comment on y va et comment on s'approprie cette démarche. Le deuxième point qui nous paraît essentiel, c'est finalement, et tu l'as évoqué, les choix et la définition des impacts, parce que finalement c'est compliqué et c'est très structurant. Et puis bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait des résultats ? Parce qu'on fait tout ça, ce n'est pas pour faire plaisir à une fondation qui finance. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aborde ces 3 sujets successivement avec vous. On a une demi-heure pour le faire. Donc Frédéric, je propose que l'on attaque sur ce premier point, qui est comment on rentre dans cette démarche. C'est compliqué, et avec une question qui est pour nous essentielle, c'est un sujet du fondateur et de la fondatrice, ou c'est un sujet qui est porté par toute l'équipe ? Alors d'abord, je voudrais revenir juste sur le point de départ. En fait, en 2014, on crée quelque chose d'innovant et on se rend compte que les bénéficiaires viennent de 51 départements différents. Donc cette innovation qui réunissait la médecine et la justice dans un même lieu nous a fait réfléchir à la proximité en fait de cette offre que l'on mettait en place en Île-de-France. Le sujet, la deuxième, c'était l'étude de la faisabilité d'un essaimage, puisqu'on parle bien d'un changement d'échelle. Et dans ce changement d'échelle, évidemment, il faut d'abord faire une étude de faisabilité de l'essaimage et après, évidemment, l'impact. Nous, on l'aurait fait avant, enfin, en tout cas en tant qu'association, on mesurait bien que l'impact était fort puisque les résultats étaient forts et factuels, on va dire, pour nos bénéficiaires. Comment embarquer l'équipe ? Alors ça, c'est un sujet qui est passionnant parce que l'équipe, elle est toujours embarquée, mais elle est plutôt sur le terrain et elle a plutôt en face d'elle des bénéficiaires et moins une méthodologie qu'on lui imposerait et qui la challengerait. Et puis la deuxième chose qui était assez périlleuse, mais qui est forte en impact sur l'équipe, c'est d'interroger nos bénéficiaires. Parce que finalement, dans une association, on interroge très peu les bénéficiaires sur l'effet positif que l'on a produit sur eux, sur notre méthodologie ou la manière dont on les a portés à un résultat positif. Donc c'est important de se dire que ces 2 éléments de motivation pour l'équipe, se challenger soi-même et aussi écouter ce que ces bénéficiaires disent de nous, était absolument indispensable et finalement avait une vocation à réfléchir autrement que simplement sur sa pratique opérationnelle pure et dure. L'équipe phare est arrivée avec ces questions et effectivement c'était assez surprenant parce que ce qui était intéressant c'était le recadrage bienveillant qui existait dans ces questions mais aussi l'hyper-spécialisation dans laquelle ils étaient entrés. Je crois que le frein que j'aurais voulu mettre à cette étude, en fait non, je préfère l'évaluation d'impact parce que j'ai vu que le mot étude n'avait jamais été utilisé en tant que tel. L'évaluation d'impact, c'était aussi de se mettre en phase avec des questions avec lesquelles nous n'avons jamais été confrontés et qui nous permettaient de nous dire réfléchissons autrement, peut-être que notre méthode n'est pas tout à fait aboutie. Donc c'était aussi ça, ce challenge. L'hyper-spécialité de l'équipe phare m'a surprise parce que ça a été aussi un frein pour nous, c'est est-ce qu'ils en sauront assez du sujet ? Parce qu'on s'imagine toujours être dans un sujet pointu dont on est les seuls à connaître finalement le cœur du réacteur, c'est qu'est-ce qu'il faut mobiliser, etc. Et c'est une équipe qui a une grande
capacité d'adaptation, mais aussi d'adaptation par rapport aux bénéficiaires. Alors évidemment, les bénéficiaires, c'est ce qu'il y avait de plus précieux pour nous, puisqu'on les maintient dans une confidentialité totale, une sécurité totale. Et cette équipe a su s'adapter à cette demande-là, qui était vraiment de les intégrer dans cette demande qui était pour nous très très forte, c'est restons tout de même dans la confidentialité. Donc vous avez embarqué toute l'équipe. Oui. Elle n'a pas eu le sentiment que c'était une approche pour se remettre en cause de façon dure et violente. On a accepté de se questionner. Phare, finalement, vous avez questionné cette notion du temps, parce que François a évoqué en disant ça, un des freins potentiels, c'était le temps. Finalement, est-ce que ça vous a pris du temps ou au contraire, ça a été vécu comme un tel dynamisme que finalement, cette notion du temps n'est pas apparue comme un frein? Alors, la dynamique y était, mais c'est vrai que le temps nous a, de toute manière, nous contraint, surtout pour la partie interrogatoire, enfin, un questionnement des bénéficiaires qui ne sont pas toujours disponibles. Et voilà. Mais le temps, en fait, il est précieux, que ce soit dans ce que l'on donne, mais aussi dans ce que l'on reçoit. Et je pense que le résultat va être effectivement pertinent, parce qu'on va mesurer qu'on va gagner du temps. Donc, si vous deviez donner un conseil à ceux qui nous écoutent sur comment on a pu comme ça embarquer notre équipe, c'est quoi le conseil? Alors le conseil, c'est avoir l'attitude positive. C'est-à-dire qu'on sait que quand quelqu'un entre chez nous, alors que c'est un milieu extrêmement fermé, parce qu'on le ferme volontairement par protection, c'est donner ce temps avec une volonté de faire avancer et une organisation, mais aussi peut-être aller dans le plaidoyer demain. D'accord. Guillaume? Je compléterai en disant que l'agence phare, c'est vraiment une main de velours dans un gant de fer, c'est-à-dire que leur méthodologie est très robuste et ça, c'est tout de suite perçu par les équipes. On voit bien qu'on a affaire à des professionnels qui quand même ont vraiment des très fortes notions et vraiment une méthodologie très robuste. Et par ailleurs, il y a cette adaptabilité. Le conseil à donner aussi, je dirais, c'est que François l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas évaluer à tout bout de champ tout et n'importe quoi. Si le projet en vaut la peine, l'équipe comprendra vite tous les bénéfices à gagner à faire cette évaluation. En revanche, effectivement, si le projet ne tient pas la route, on va avoir du mal, en tout cas au niveau des hôpitaux, à dire on vous a pris du temps pour ce projet et en plus, on va l'évaluer. C'est compliqué. Voilà. Donc là, il y a toujours ce manque de temps et la méthodologie de phare, par contre, rassure tout de suite très vite les équipes une fois qu'on les a mis dedans. Oui. Et pareil, même moi, sans... si je peux me permettre sur le temps, nous, on est en externalisé. Hein. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Mais en fait, moi, j'avais idée que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que ça. Et finalement, je crois que c'est l'agence phare qui prend beaucoup de temps à tenter de contacter toutes les personnes, tous les contacts que je leur ai donnés. Et finalement, moi, ça me prend beaucoup moins de temps que ce que je pensais que ça allait me prendre. Et au maximum, ça vous en a fait gagner, le fait d'avoir de créer cette dynamisme, finalement, parce que c'est un point important. Tout le monde se dit ça va être compliqué, on ne va pas y arriver. Non ? Enfin, oui, moi je sais qu'on va y gagner et qu'on va avoir un bilan, enfin très clairement, hein, mais en tout cas, moi je voulais juste dire que si on a peur du temps, déjà, peut-être prendre l'option externalisée plutôt qu'internalisée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et deuxièmement, vraiment, il ne faut pas imaginer que ça prend tant de temps que ça. Enfin, je sais pas pour vous. Mais... Guillaume, je voudrais revenir sur un point parce que vous êtes dans un hôpital universitaire. L'évaluation, on a évoqué, il y a plein de process d'évaluation. Et donc les gens sont dans une culture ou une certaine culture de l'évaluation. Cette approche de l'évaluation d'impact social, ça a été une découverte. Ça a ouvert un peu les chakras en disant tiens, on peut peut-être ouvrir notre mode de fonctionnement dans l'évaluation. Oui, alors tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas une évaluation classique comme on a dans nos hôpitaux universitaires notamment. Et de ce point de vue-là, les équipes soignantes qui ont bénéficié de l'apport de l'agence phare ont bien vu qu'on allait dans quelque chose de différent et de très enrichissant. Je dirais... conduire un projet, c'est un petit peu comme naviguer sur un bateau. On se donne une destination et on sait, après avoir écrit sur une carte où on allait aller, on sait qu'on va avoir des vents qui vont nous amener, qui vont nous faire dévier, on va avoir des marées qui vont nous faire dévier également. Et c'est toujours essentiel d'évaluer au fur et à mesure de l'avancement du projet, de là où on va tendre et de l'île où on veut arriver à la fin. C'est toujours important d'évaluer où on en est et comment on se positionne. Donc c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et ce qu'amène cette évaluation, c'est que ce n'est pas une évaluation
classique entre guillemets là encore dans les hôpitaux, qui va être sur des indicateurs très financiers, très habituels en fait. On n'a pas que des indicateurs financiers, mais des indicateurs très classiques. Là, on a vraiment une approche qui est très globale et qui est très rassurante en fait pour les équipes. Et on sent vraiment qu'on va arriver au bout à notre projet. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est une évaluation qui a du sens. On cherche beaucoup le sens. Le sens parce que finalement, il y a un maître mot, c'est les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on parle d'abord de l'impact sur les bénéficiaires. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le point clé de l'appropriation et de l'embarquement des équipes avec votre expérience? Je pourrais dire que très vite, l'agence phare nous a amené vers quelque chose qu'on avait quand même pressenti, mais ils nous ont très bien amené sur ce sujet. C'est le sujet de la valorisation des équipes. Et en fait, on a beaucoup insisté sur qu'est-ce que votre projet, donc le Fab Lab, va amener pour valoriser les équipes. Comment est-ce que ça va aider les équipes à se développer, à développer leurs capacités, à participer à ce projet. Donc il y a vraiment tout cet impact social qu'on n'a pas habituellement et c'était très intéressant, ça a été perçu tout de suite. Parce que dans les équipes, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même intéressant, ça m'a beaucoup frappé, c'est une des raisons pour lesquelles on nous a accompagnés, c'est qu'il y a également des projets qui sont portés par l'équipe d'aides-soignants, l'équipe de brancardiers, enfin finalement tout le monde a sa juste place dans ce projet d'évaluation au regard des bénéficiaires. Ouais, tout à fait. Et c'est intéressant parce que à l'hôpital, vous le savez, il y a énormément de populations qui se côtoient, donc des populations même ouvrières. On a des personnels techniques et ouvriers qui vont travailler sur certains projets, une culture soignante, une culture médicale, une culture administrative. Et effectivement, l'approche sociale de l'agence phare permet vraiment d'englober tous ces aspects. Oui. Oui, et je voulais rajouter, nous n'avons pas que des salariés, on a des bénévoles, on a des vacataires, et je pense que cette population mixte, elle a besoin un peu de retour du bénéficiaire, et surtout pour les bénévoles peut-être, et cette mesure-là, elle fédère quelque chose de très positif quand on a en plus à manager une équipe plutôt mixte et plutôt de temps en temps perte de confiance parce qu'on n'a pas de retour des bénéficiaires. Ça me paraît très bien, donc important. en gros on peut dire l'appropriation, avec le sens que ça donne, les bénéficiaires, finalement on arrive à embarquer tout le monde. Alors une fois qu'on a embarqué tout le monde, il faut qu'on travaille quand même sur les impacts, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va regarder, quels vont être le choix des impacts que l'on va faire, surtout si on a déjà commencé un projet. Comment vous avez fait ? Donc nous, on avait repris en fait les grands objectifs de notre projet, c'est-à-dire on a 3 grands objectifs derrière. Donc nous, c'est la formation accompagnant à domicile, donc qui était portée par 3 grands objectifs. 1, améliorer l'accompagnement auprès des personnes du grand âge qui souhaitent rester à domicile et vivre bien jusqu'à la fin de la vie. Le deuxième, c'était vraiment de professionnaliser les aides à domicile pour permettre cette amélioration de l'accompagnement au quotidien. Donc c'est professionnaliser les aides à domicile. Et ensuite, le 3e grand objectif, c'était de revaloriser ce métier et de reconnaître en gros les compétences multiples que demande l'accompagnement de personnes fragiles. Et en fait, finalement, on reprend ces grands mots. Qu'est-ce que c'est bien vivre à domicile? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Donc il y a les mots autonomie, il y a quelques petites choses. Qu'est-ce que c'est professionnaliser? Qu'est-ce que valoriser, reconnaître, etc. Et à partir de là, l'agence nous guide. Vraiment, on va parfois passer par des exemples très longs qu'on leur explique sur le pourquoi on mène telle action et telle action, qu'est-ce qu'on attend derrière. Et donc ils travaillent comme ça petit à petit, ils nous questionnent, on ressort en gros plein d'impacts, et puis après on les classe en grandes familles, et puis après on se questionne, on hésite, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas, et voilà, c'est vraiment ça le grand travail des indicateurs. Et puis il y en a certains qu'on a quand même gardés en sachant très bien que c'est une hypothèse ou potentiellement, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être pour demain. Quand vous dites on en a gardé, c'est que Phare les aurait supprimés ceux-là et que vous avez fait un peu de forcing pour les garder? Non, c'est que nous-mêmes, on a hésité. Enfin, on hésite parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une hypothèse qu'on pose aujourd'hui, mais il faut encore qu'il y ait un travail à plus long cours qui ait lieu pour que, je vous donne un exemple pour que ça soit plus parlant, mais on professionnalise les aides à domicile, elles vont améliorer la qualité de service. Donc, par exemple, en termes de valorisation, un indicateur simple, c'est l'augmentation de salaire des aides à domicile. Aujourd'hui, la formation, elle ne donne pas encore lieu à un diplôme. C'est en cours, mais en fait, finalement, pour avoir une valorisation salariale, il faut d'abord qu'il y ait un diplôme qui soit inscrit à un certain niveau, qui soit reconnu par les conventions collectives. Et là, les employeurs peuvent valoriser
financièrement les personnes. Donc on a posé l'indicateur. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'hypothèse, elle sera certainement pas vérifiée, mais demain, oui. Par contre, il y a d'autres indicateurs en termes de valorisation, notamment sur leur manière dont elles se placent maintenant dans leur métier. Là, on a plus d'espoir sur... Et je me retourne vers François. Ça veut dire il faut hiérarchiser dans le temps. Il y a un problème de temporalité dans nos indicateurs. Et donc, parce qu'il y en a qu'on peut avoir vite, il y en a qui sont à 2 ans. Jusqu'où peut-on aller dans cette temporalité comment vous gérez cette complexité de la temporalité dans la définition des indicateurs? C'est toujours une phase de négociation, et Stéphanie l'a bien dit, entre l'évaluateur et la structure évaluée. Effectivement, je pense qu'il faut se donner une base d'indicateurs où on sait qu'on peut avoir des résultats qui sont assez rapides, qu'on peut mesurer assez rapidement, parce que ça permet aussi de se dire, en fait, l'évaluation, ça sert à quelque chose, et on n'attend pas 2 ans avant de se dire, tiens, on a des résultats. Donc avoir des indicateurs entre guillemets, de court terme, mais qui montrent des changements quand même, et puis des indicateurs de plus long terme. Alors là, c'est un cas particulier, mais qui est extrêmement intéressant, parce que derrière, ça veut dire que vous avez un objectif de plaidoyer, de changement un peu systémique, et du coup, c'est aussi une manière d'ancrer ça, de cranter ça, et de se dire, en fait, ce truc-là, on l'a en tête, cet indicateur, on ne l'oublie pas, et c'est un peu l'indicateur final, quoi, et quand on saura le mesurer, quand on saura dire combien, en fait, on sera vraiment allé au bout du chemin, quoi. D'accord, donc on n'hésite pas à avoir des temporalités éventuellement différentes, le dernier étant souvent celui qui donne le plus de sens, si ce que je comprends bien, François. Oui, ça peut être le cas. Après, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on se donne comme objectif prioritaire ou de plus long terme. Mais ce que cet exemple montre, c'est que l'évaluation, c'est aussi une boîte à outils pour le porteur de projet. Et que typiquement, se garder en tête cet indicateur-là, ça permet de se dire, OK, ça c'est le sens un peu final de ce qu'on veut faire. Et quand on a déjà commencé un projet, parce que c'est le problème finalement les indicateurs, on ne les a pas forcément imaginés, les créer au début. Et comment on fait pour rattraper un peu le système? Alors moi je reviens au principe du fondateur. Le fondateur, il est très dans l'intuition. Donc en fait, il a besoin d'imaginer dans du long terme, alors qu'en fait, on peut être freiné par une nécessité d'avoir des indicateurs qui vont effectivement peut-être stabiliser l'organisation pour voir à long terme. Donc entre l'intuition et finalement la réalité concrète de terrain, il faut arriver à temporaliser. Et c'est vrai que, comme le disait François, la difficulté, c'est de se dire que ce que l'on a en tête, il faut le garder pour plus tard. Et je prends un exemple, par exemple, notre organisation qui a été innovante dans cette approche médecine et justice ou santé et justice a intégré récemment en 2017 les enfants comme étant dans une prise en charge globale qui permettait à un écosystème de se définir dans son efficacité. Et c'était important, effectivement, aujourd'hui on aimerait mesurer l'impact que l'on a eu aussi sur les enfants qui sont nos bénéficiaires. C'est un peu plus complexe parce que ça reste des enfants et la question est plus difficile, où le travail est plus difficile à porter, où leur voix est plus difficile à porter. L'idée, c'est de rester effectivement sur cette notion de cadre qui est à respecter, parce que je pense qu'en face de nous, on a des professionnels et que quand on nous supprime des indicateurs, il faut s'y résoudre, parce que l'objectif, je pense que dans cette évaluation d'impact est plus connu par l'agence phare que par nous-mêmes. On va être surpris par ce qui en sortira, c'est sûr. C'est ça qui est bien. Et par rapport à ces évaluations, donc ces indicateurs, on voit bien que là, on sort du champ du financier. On n'est plus dans l'approche d'indicateurs pour calculer un retour sur investissement assez classique dans lequel on fonctionne. Cette dimension est une dimension nouvelle, finalement, pour un certain nombre de structures. Pour les structures hospitalières, ça fait bouger des lignes? Alors, pour les structures hospitalières, oui, bien sûr, ça fait bouger des lignes. Je dirais... voilà, on a toujours ce sujet financier. Alors, on est dans les politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques. C'est inscrit dans notre ADN. Nous, quand on a lancé ce Fab Lab il y a 3 ans et qu'on a commencé à fabriquer des objets, on s'est dit, à un moment, il faudra savoir si jamais ça a du sens et il faudra voir si jamais ça a aussi une rentabilité d'investir pour fabriquer des objets, mobiliser des ressources pour fabriquer ces objets. Donc il faudra à un moment qu'on se pose cette question. Mais ce n'est pas du tout la question essentielle, puisque notre objectif premier, c'était de faciliter le quotidien des soignants et des patients dans leurs services et de co-construire avec eux des objets, d'aller en immersion dans les services et de fabriquer avec eux des solutions au plus près du terrain. C'était vraiment ça le sens premier. Et l'agence phare répond parfaitement à cette attente-là, qui est première, qui est vraiment déjà, est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça a un impact positif
pour le quotidien des soignants et des patients. Je suis bien d'accord, il y aura aussi le deuxième aspect qui interviendra, on ne peut pas se refaire complètement, mais vraiment déjà, avant de parler financier et de se lancer dans ces sujets-là, il faut déjà vraiment voir l'impact social de ce qu'on fait. Donc finalement, il y a un point clé, c'est quand même revenir toujours sur c'est qui les bénéficiaires. Et donc, on voit toutes les dimensions du bénéficiaire. Alors, nous, c'est justement un point d'achoppement, je dirais, c'est que finalement, on a plusieurs bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on a les personnes âgées qui sont le bénéficiaire final, les aides à domicile qui, elles, reçoivent directement la formation, mais... les aidants les aidants, on a les employeurs, enfin, il y a plusieurs personnes. Et en fait, on a fait un choix à un moment, parce qu'on s'est posé la question, enfin, on pourrait peut-être demander aux personnes âgées, accompagnées, aux bénéficiaires, si finalement il y a quelque chose dans l'accompagnement qui change. Et en fait, on a décidé de ne pas les interviewer, en tout cas pas maintenant, on verra plus tard, mais parce qu'en fait, il y avait trop de biais. Et ça, l'agence phare nous l'a bien expliqué, et ils avaient raison. C'est-à-dire que quelque part, les aides à domicile, elles accompagnent des personnes qui ont des pathologies type Alzheimer, maladies neurodégénératives, troubles psy, etc. Donc finalement, ça demande vraiment un temps et une approche assez longue et complexe pour aller interviewer ces personnes-là et prendre pouvoir évaluer avec des personnes qui... je ne sais pas, vous l'expliquerez mieux que moi certainement, mais en tout cas qui peuvent avoir... je ne sais pas, un jour elles vont bien, un jour elles sont énervées à cause de quelque chose d'autre et donc elles vont répondre différemment. Mais à un moment donné, quand même, il faut évaluer le bénéficiaire final. Oui, mais finalement, on peut le faire par rapport à ce que va nous dire l'accompagnant ou les personnes qui travaillent avec. C'est-à-dire que typiquement, ça va être l'agence, par exemple, qui va nous dire s'il y a moins de remontées de problématiques terrain. Donc c'est plutôt des signaux faibles qu'on essaie de repérer qui permettent de savoir si ça a été efficace. On peut croiser les regards pour effectivement voir s'il y a des choses qui ont évolué chez les bénéficiaires finaux sans forcément, pour des cas particuliers comme ça qui sont un peu complexes, effectivement, à enquêter. C'est difficile d'obtenir des données sur des gens qui ne se souviennent plus forcément qu'on les a aidés, qu'on leur a proposé quelque chose. Donc effectivement, en croisant les regards, on arrive à objectiver un peu les choses. D'accord. Alors une fois qu'on a fait tout ce travail, finalement on a embarqué l'équipe, on a réussi à définir des indicateurs avec des temporalités différentes. Les résultats, on en fait quoi en sachant qu'on voit bien qu'il y a des résultats qu'on aura dans un temps long, mais il y a effectivement un impact immédiat déjà de résultats qui sont des résultats moins chiffrés, mais déjà qui créent une dynamique. Comment ça se gère? Est-ce qu'on crée une dynamique de l'analyse de ces résultats? Alors, donc on a l'agence phare nous a accompagnés et est venue voir en fait 5 de nos projets. Donc je vous disais qu'on a énormément de projets au niveau du Fab Lab et de fabrication d'objets. L'agence phare nous suit comme ça sur 5 projets qui représentent un panel de ce qu'on peut faire en fait. Dans la mesure où on est ce Fab Lab hospitalier, c'est quelque chose d'assez innovant parce que c'est assez transversal et ça sert vraiment à fabriquer des objets pour pour faciliter le quotidien des soignants. Donc on est vraiment sur des adaptateurs, par exemple pour des pieds à perfusion. Enfin, je pourrais passer la centaine de projets qu'on a, mais c'est très innovant. Et la question, c'est, si je reprends un petit peu ma métaphore maritime, quand on découvre, alors je ne vais pas exagérer, mais peut-être pas un nouveau continent, mais une nouvelle île ou une nouvelle montagne, ce qui est important aussi, c'est de se retourner et de comprendre comment on y est arrivé à cet endroit-là, de façon à pouvoir refaire le chemin vers une autre montagne ou refaire le chemin une deuxième fois. Donc ça, sinon, on fait je dirais pas que c'est des coups d'épée dans l'eau, mais on est content, on a fait un projet, on est arrivé au bout, mais au final, on est incapable de vraiment comprendre comment on y est arrivé, pourquoi on a embarqué les équipes, comment est-ce qu'on a fait ce trajet finalement. Donc c'est essentiel d'évaluer toute cette démarche. C'est quelque chose que les équipes avec lesquelles on travaille, là encore, dans les services de soins, les brancardiers, les personnels des services techniques qui travaillent avec nous ont bien compris, parce que du fait que c'est quelque chose de très innovant, ils comprennent bien que c'est essentiel de regarder quasiment à chaque pas qu'on fait, pourquoi on a fait ce pas et comment on se dirige. Donc effectivement, il y a des résultats de court terme avec l'agence phare. Et puis, il y aura des résultats de plus long terme qui seront vraiment de retracer tout le chemin et de se dire tel objet finalement qu'on a fait pour le service de pneumologie de tel de nos hôpitaux, est-ce que cet objet-là
à travers l'évaluation de l'impact, c'est un objet finalement qui serait très intéressant de mettre dans nos autres services de soins. Est-ce que même ce sera intéressant dans d'autres hôpitaux? On peut étendre beaucoup le champ. Ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on a fait avec les équipes sur ce service et qui restera uniquement dans ce service? Donc les équipes l'ont bien compris et ça, elles accrochent vraiment bien à ce principe, à ce système, elles l'ont bien compris. Donc cette analyse des résultats quand on est dans des objets peut paraître plus facile que quand on n'est que dans l'humain, mais pas forcément. Comment vous utilisez déjà cette dynamique des résultats ? De toute façon, on partage toujours les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que c'est effectivement, ça nous permet d'évoluer. Déjà, on va le partager avec l'équipe. Ça va être un temps dans l'équipe. On va proposer à l'agence de venir présenter les résultats, si c'est l'esprit. La deuxième, c'est évidemment dans le cadre de l'essaimage. On a besoin effectivement d'un impact social identifié. Donc, comme on est en train d'essaimer effectivement dans certaines régions, ça va nous permettre d'arriver moins conquérant. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand on essaime, on a toujours besoin d'éléments factuels. Et les régions ont besoin d'éléments factuels. Quand on présente en fait une logique et une organisation qui marche, quelque part, quand elle est en plus mesurée, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que, creusez un peu derrière ce mot conquérant. Conquérant parce qu'on est quand même on va dire dans une région, Île-de-France, on est proche des ministères, etc. Et on a une vision, on va dire très région parisienne, quoi. Et quand on arrive en province, surtout sur un sujet des violences faites aux femmes et aux enfants, on a des terrains vierges aujourd'hui qui ont peu la possibilité finalement d'être identifiés dans leurs compétences et dans leurs qualités. Donc l'idée, c'est pas de venir avec quelque chose qui est mieux que ce qui se fait en région, c'est peut-être de compléter une offre qui n'existe pas. Et je pense que le fait d'arriver avec des impacts, ou en tout cas pouvoir présenter un impact précis sur un sujet précis, par exemple la santé, ou l'alliance entre la santé et la justice pour donner de l'efficacité à l'action, ça va donner du poids en fait pour embarquer les partenaires déjà locaux qui sont dans les régions et qui peut-être n'ont pas eu l'idée de mesurer leur propre impact localement. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension, en dehors de la dynamique de l'équipe, il y a une dimension de crédibilité, ce que tu évoquais François, vis-à-vis de l'environnement. Je dirais presque label, parce que quand on a pu mesurer l'impact, en fait, on ne dit pas suffisamment qu'une association ne pourrait pas se payer cette évaluation d'impact, parce que c'est très coûteux qu'une association comme la nôtre, quand on a un tout petit peu de moyens, on le redonne, on va dire, au bénéfice direct des bénéficiaires pour mettre des actions en place, embaucher plus de personnes pour faire des vacations, etc. Et cette étude, cette évaluation d'impact, il nous met dans une parenthèse qui est offerte effectivement par la Fondation NES, et ça c'est vraiment à mettre en évidence. Vous nous avez fait un cadeau parce qu'on sait que c'est nécessaire pour se déployer et s'aimer, comme j'utilise ce terme volontiers, mais s'aimer avec la bonne, on va dire un bon niveau qualitatif sans être dans le quantitatif. Voilà. D'accord. Oui, même sentiment pour vous? Oui, moi je rebondirais sur deux choses. C'est qu'au tout début, mais peut-être pas exactement sur ça, vous avez dit le mot rassure. Ça rassure. En fait, ça rassure. Vraiment, ça rassure qui? Moi, ça me rassure en tant que chef de projet, enfin de cette formation-là, peu importe les résultats. C'est-à-dire que même si on voit qu'on n'a pas d'impact, c'est pas grave. On va pouvoir redéfinir ensemble des objectifs, etc. Mais sur les impacts, on en aura quand même. Enfin, voilà. L'idée, c'est de pouvoir se dire, demain, là, on va déposer une demande. Enfin, on a déposé une demande pour un diplôme. On va pouvoir quand même peut-être avoir un discours qui est étayé, appuyé par une étude externe. Et donc ça va aider à être entendu, en fait. On va vouloir se déployer de la même façon. Je pense qu'avec une étude, on a plus de poids. Et en fait, ça rassure. Voilà, ça rassure de pouvoir se dire, là, on va pouvoir redéfinir des objectifs en ayant vraiment un peu un état des lieux, quelque chose qui pose les choses à un moment et se redonner des objectifs à partir de là. C'est-à-dire que finalement, on va pouvoir se dire, tiens, il y a cet indicateur-là vers lequel on veut aller, il manque encore ça.
qu'est-ce qu'on va faire pour y aller en fait? Comment on est sûr qu'on va pouvoir, enfin on le vise toujours, quelles actions on va pouvoir mettre en place pour arriver à ça? Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que vous dites n'est pas du tout une évaluation au sens on est fliqué, au contraire. C'est une évaluation dans une logique d'un dynamisme d'équipe, d'un dynamisme de projet, d'une réussite du projet. Enfin, je trouve qu'il y a eu des mots-clés là qui ont été évoqués. Guillaume, tu partages ? Oui, je partage. Je suis désolé, je rebondis aussi sur ce qui a été dit juste à l'instant. C'est en fait le fait de faire une étude d'impact, ça nous évite aussi d'arriver parfois avec des gros sabots pour nous dans d'autres services de soins, avec une solution clé en main en disant bah voilà, c'est ça marche là, donc ça va marcher aussi ici. Je reprends cette idée d'essaimage intelligent où en fait, à travers l'étude d'impact, on s'est beaucoup plus interrogé sur notre projet, sur ses forces et ses faiblesses, et on arrive donc là dans le cadre de l'essaimage vers d'autres services de soins avec une réflexion qui est beaucoup plus fine et plus pertinente en fait. Oui. Oui, je voulais juste rajouter sur le bénéficiaire parce que là, ça nous force à écouter le bénéficiaire. On l'écoute peut-être pas assez parce qu'on est dans une pratique, on va dire, qui va plutôt challenger les professionnels. Là, c'est le bénéficiaire qui va nous challenger directement. C'est-à-dire qu'on l'interviewe, il est hors cadre parce qu'il n'est pas dans on va dire, un entretien qui lui est propre. Il va devoir définir qui il a rencontré de ces professionnels qui se prétendent être bons et peut-être qu'ils ne le sont pas. Donc ça aussi, hein, on est impatient d'entendre le bénéficiaire pas dans ce colloque singulier que l'on installe volontiers pour l'entendre raconter son histoire. En fait, c'est le bénéficiaire qui va nous raconter notre histoire. Très bien, merci beaucoup. Je trouve que c'est des magnifiques mots qui concluent un peu cette table ronde, cette partie-là. En tout cas, merci mille fois de vos témoignages, parce qu'on voit que c'est faisable dans la vraie vie. Au contraire, quand je vois votre dynamisme, vos sourires, les mots que vous utilisez, on a tous envie d'y aller. Et donc, on s'est même posé également la question, parce que finalement, je pense que c'était important dans la dernière partie, avant de prendre vos questions, qu'on se dise, mais effectivement, pourquoi évaluer, à quoi ça sert, et notamment pour une fondation, parce que voilà, la fondation, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que c'est finalement la mutuelle des hospitaliers, c'est il y a une toute petite partie, mais une partie des cotisations des uns et des autres qui est consacrée à cette fondation pour améliorer l'accès à la santé des personnes qui sont souvent loin du soin en remettant l'humain. Et donc on s'est dit, l'humain au centre, on s'est dit il faut également qu'on mesure l'impact de la fondation parce que c'est absolument clé. Alors, avant de passer la parole à François qui va donner les résultats, parce que je trouve l'intérêt d'avoir une personne extérieure, c'est toute la crédibilité en même temps. Je pense qu'il y a 3 points qui pour nous sont clés dans cette évaluation, et c'est une évaluation largement partagée par tout notre conseil d'administration. Enfin, c'est une dynamique là encore collective. Finalement, ça crée c'est un ciment finalement, cette évaluation dans cette vision tout à fait positive de construction sur 3 points. D'abord, ça nous a à chaque fois permis de mieux connaître le public final. On a beaucoup parlé des bénéficiaires. Je trouve que c'est un joli mot. Je reconnais qu'en médecine, je suis chirurgien, ce mot du bénéficiaire, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans notre langage et dans notre sématique de docteur, alors que c'est un mot d'une beauté incroyable. Les bénéficiaires, en faisant avec bénéficiaire et bienveillance. En plus, ça va ensemble. Et donc, mieux connaître le public, ça me permet également de mieux être en relation avec les associations, mieux se comprendre. Parce que de temps en temps, quand on nous présente des projets, on pense à tel bénéficiaire. Et en fait, en creusant, on se rend compte, mais il y en a un autre qu'on n'avait pas forcément vu venir. Et donc, ça crée nos relations. Je pense que ça enrichit nos relations. Et je pense que vous devez voir ça transpire un peu entre nous. Deuxième point clé, c'est effectivement piloter notre action. À la fois la piloter parce que ça nous permet de se dire est-ce qu'on on investit, mais c'est parce qu'il y a un objectif, il y a du sens. C'est pas uniquement pour dire on va faire de la défiscalisation ou pour dire regardez on fait. Non, c'est pas un coup de com'. C'est un vrai projet qui a du sens et donc il faut qu'on puisse évaluer. Ça veut dire également qu'il y a un certain nombre de projets qu'on a accepté d'arrêter, mais on l'a fait de façon normale en se posant les bonnes questions parce qu'il faut savoir aller également s'arrêter même. Mais on en accompagne beaucoup plus que l'on arrête. Mais c'est important pour piloter notre action. C'est important également parce que ça nous permet d'essayer d'être beaucoup plus fin dans ce qu'on a besoin de demander aux uns et aux autres pour pouvoir mieux se comprendre et s'évaluer dans le bon sens du terme. En même temps, ça nous permet d'être beaucoup plus clair sur les indicateurs qu'on partage ensemble.
parce que c'est quelque chose que vous avez construit et c'est tout le sujet de l'accompagnement d'une fondation et c'est dans cet esprit qu'on le fait. Et puis le troisième point, c'est que ça nous permet également de progresser parce que ça nous permet dans les futurs appels à projets de rentrer cette dimension de l'évaluation dans une dimension qui est beaucoup plus holistique. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, on est moins dans cette évaluation assez analytique, épistémologique qu'on connaît. Là, on a une dimension beaucoup plus holistique que l'on prend en compte et qu'on introduit progressivement. Et puis, c'est sûr, et ça, c'est vraiment le sujet de la fondation. Nous, on fait partie de ces fondations qui pensent que le sujet, c'est l'accompagnement, c'est pas que donner des sous. Et je remercie encore toute l'équipe de la fondation qui accompagne au quotidien les différents porteurs de projets. L'accompagnement, ça veut dire qu'on a une notion de temps. Et on essaie d'accompagner sur plusieurs années. Et puis c'est de au quotidien, pouvoir aider, ouvrir des portes. Avec chacun, on a essayé d'améliorer et d'être à côté. Enfin, c'est vrai de l'accompagnement. Et puis enfin, et je pense que c'est un élément important, et vous l'avez signalé, effectivement, ça coûte de l'argent. Il y a des moments où de temps en temps, on dépense autant dans l'évaluation, dans le coût de l'évaluation, que ce qu'on peut proposer aux porteurs de projets, parce que ce financement est un financement également clé. Et j'en appelle aux mécènes qui nous écoutent, de se dire qu'il ne faut pas que financer le projet, il faut également financer cet accompagnement qui permet d'assurer demain, et vous l'avez dit, la crédibilité et donc la pérennité des projets. Parce que le rôle d'un mécène, c'est en même temps d'aider à rentrer dans une crédibilité pour pouvoir avoir cette pérennité du projet. Donc voilà l'ambition que l'on a. J'espère qu'au regard de l'évaluation, les résultats sont au rendez-vous, en sachant que bien sûr notre bénéficiaire dans tout ça, bien sûr c'est l'humain dans la santé, et l'humain c'est de faire en sorte que tout le monde puisse bien avoir accès à la santé et pas qu'aux soins. Juste si je peux, je ne sais pas si on a précisé ça, mais l'agence phare ne fait pas juste une évaluation maintenant, elle nous outille pour la suite. C'est-à-dire qu'elle nous donne les outils pour qu'on continue après l'évaluation. Enfin voilà, je ne sais pas si on l'avait précisé. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et notamment, ça me permet de rajouter qu'effectivement, on a tout un dispositif de formation. Merci. Tout un dispositif de formation. On a une journée très récente et on a vu la richesse d'ateliers de travail pour essayer de travailler sur nos indicateurs collectivement. Donc effectivement, c'est bien cette logique de l'accompagnement qui est important, de la formation dans le temps. Alors les résultats ? Les résultats, une partie des résultats évidemment, parce qu'on ne va pas aller jusqu'au bout des choses, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement la Fondation est assez récente, donc on est allé interroger chacun des porteurs de projets qui sont lauréats de la Fondation, pour leur demander évidemment ce que ça leur apporte, ce qu'ils pensent que le soutien de la Fondation peut leur apporter, mais aussi sur leur compréhension du positionnement de la Fondation, qui est extrêmement important, parce que ça parle de pertinence, en fait, ça parle de la manière dont la Fondation répond aux besoins des porteurs de projets. De ce point de vue, on s'est intéressé donc au positionnement de la Fondation et on a vu que la Fondation avait finalement un positionnement qui était relativement validé par les porteurs de projets dans le champ de la philanthropie d'une part, puisqu'on on l'a vu auprès de quasiment l'ensemble des porteurs de projets qu'on a interviewés. On a un vrai partage des valeurs entre le mécène, la Fondation et les structures qui sont soutenues en matière d'accès à la santé, en matière de prévention, de parcours de soins. La notion d'aller vers, évidemment, qui est fortement partagée par les porteurs de projets et qui est même un peu essentielle. En temps de Covid, évidemment, il y a de multiples freins qui se posent dans l'accès aux soins, entre autres, et à la prévention. Mais pas que, parce qu'on sait aussi qu'il y a de plus en plus de défiance, de phénomènes de défiance au sein de la population vis-à-vis d'institutions, vis-à-vis des structures. En général, donc, si on ne va pas vers les structures, c'est plus compliqué. Donc une fondation qui s'intéresse, qui met pour le coup au centre cette notion-là, ce concept, qui est finalement très opérationnel, et beaucoup de porteurs de projets se retrouvent dedans. Et c'est de mieux en mieux compris en fait, par les porteurs de projets. On l'a vu, puisqu'il y a eu 2 promotions qui ont été, de porteurs de projets qui ont été soutenus. Les porteurs de projets de la seconde promotion étaient encore plus au fait du positionnement de la fondation sur ces points-là, sur ces valeurs. Donc il y a un vrai alignement pour le coup entre les porteurs de projets et la fondation. Il y a une cohérence de valeurs. Le deuxième élément qui est important et qui caractérise le positionnement de la fondation, c'est que c'est un mécène qui est spécialiste du sujet, de son sujet, de la santé, d'une manière générale, et donc aussi des actions de prévention. Et ça facilite son identification. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de porteurs de projets qui nous ont expliqué qu'effectivement, c'était un positionnement qui était peut-être au début, au lancement de la fondation, qui était peut-être peu connu, enfin, simplement peu connu, peu compris, peu diffusé, mais qu'au fur et à mesure, effectivement, la fondation commençait à s'ancrer un peu dans le paysage du mécénat. Et en même temps, dans le paysage de la santé également, puisque c'est un acteur privé mécène, mais qui a un positionnement bien particulier, thématique, et qui a aussi une expertise qui est développée sur le sujet par l'équipe de la Fondation.
dans un secteur qui est souvent, le mécénat, qui est souvent un secteur assez généraliste. Les philanthropes, les mécènes, régulièrement financent des projets sur différentes thématiques, ou plusieurs thématiques, rarement sur une seule thématique, si tant est que la santé est une thématique, mais en tout cas, il y a une cohérence d'intervention. Un autre point important, c'était l'interconnaissance qu'il peut y avoir entre le financeur, tu l'évoquais Philippe tout à l'heure, et le porteur de projet. Cette expertise thématique, elle permet d'avoir des discussions de fond entre le porteur de projet et le mécène, et pas seulement des questions de reporting, des questions quantitatives parfois, mais aussi des questions qualitatives, des questions d'enjeux de fond sur pourquoi on fait cette action, à quoi ça répond comme besoin, quels effets effectivement ça peut avoir. Et ça, les porteurs de projet le valorisent énormément. Et ils demandent même parfois son avis à la fondation. Et sur le plan partenarial, troisième point, effectivement, ce que permet ce positionnement, tout d'abord, on voit que le positionnement qui est celui d'un mécène qui est implanté dans une thématique, mais qui aussi propose une offre de service particulière, qui est celle de l'accompagnement à l'évaluation, ça fonctionne bien, puisque l'ensemble des porteurs de projet a assisté à la formation, a participé à la formation, plus qu'assisté, parce que c'était aussi contributif et collaboratif. Et puis il y a quasiment la moitié des structures qui sont soutenues à ce jour qui ont demandé à être accompagnées, alors de manière différente évidemment, sur les questions d'évaluation par l'agence phare, soit de manière tout à fait externalisée, où donc l'agence prend on va dire, en charge, même si la co-construction évidemment du sujet, des enjeux, etc., mais prend en charge l'ensemble de la prestation d'évaluation, et parfois de manière beaucoup plus co-construction, de méthodologie, de travail ensemble sur des outils, des questionnaires, des guides d'entretien, qui peuvent effectivement ensuite, par ailleurs, être réutilisés au fil de l'eau pour continuer à observer des changements dans le projet. Et puis dernier point, il y a cette relation de proximité et d'interconnaissance forte avec l'équipe de la Fondation, qui a été extrêmement valorisée. Le fait d'avoir une petite équipe aussi qui est au service d'un petit nombre de porteurs de projets, ça s'est extrêmement valorisé. Il y a des choses qui sont en attente, de plus se connaître entre porteurs de projets, et ce type d'événement aujourd'hui le permet. Mais c'est une relation qui est bâtie sur des interactions fréquentes, fortes, de proximité, et aussi sur des visites de terrain qui ont pu être faites par l'équipe de la Fondation et qui sont extrêmement appréciées par les structures soutenues. Très bien. Merci beaucoup, François. Donc, il y avait les impacts sur des projets soutenus. Tout à fait. Parce que ça, c'est un élément clé, finalement. Est-ce qu'on est bien? C'est nos bénéficiaires. On fait court parce qu'il y a plein de questions. Ouais. C'est le dernier point de la présentation, effectivement. On a, de manière plus quantitative, on a demandé aux porteurs de projets de nous indiquer quels étaient les impacts qu'ils avaient sur 3 grandes catégories de bénéficiaires, parce qu'on a essayé de catégoriser un petit peu les choses. Les professionnels d'une part, les aidants ensuite, et ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire les personnes, par exemple, qui vont être atteintes de pathologie. Ce qui est intéressant, c'était de voir que l'ensemble des porteurs de projets nous ont dit que sur l'ensemble de ces publics, il y avait un indicateur, un impact qu'on retrouvait tout le temps. C'est l'amélioration de la prise en charge des patients, des bénéficiaires et de leur parcours de soins. Rassurant. C'est rassurant. Encore fallait-il le vérifier, entre guillemets, mais c'est ce qu'on a fait. Et donc ça, c'est intéressant. On aurait pu avoir d'autres indicateurs qui auraient été tous partagés. Ce n'est pas le cas, mais on a celui-là. Et ça donne une vraie direction, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que c'est homogène. Et c'est homogène, tout à fait. Et puis ensuite, on a différents impacts qui sont plus propres à chacun des publics cibles. L'amélioration de la qualité des interactions avec les patients pour les professionnels, l'amélioration des interactions avec l'environnement des patients, qui sont partagés par plus de 90% des porteurs de projets qui sont soutenus par la Fondation. Sur les aidants, on a des impacts qui sont un peu plus diffus, qui sont un peu moins partagés, mais quand même, on en retrouve à, entre guillemets, assez haut niveau. Le fait que les aidants aient moins de stress grâce aux projets qui sont mis en place, le fait que leurs conditions de vie s'améliorent, donc ça c'est partagé par plus de 2/3 des structures porteuses de projets. Et puis sur les bénéficiaires finaux, on a 4 indicateurs qui sont partagés par plus de 90% des porteurs de projets. C'est que les bénéficiaires finaux bénéficient d'un sentiment de plus grande écoute, d'une plus grande autonomie, d'une plus grande confiance en soi également. C'est souvent lié. Et d'une amélioration également des conditions de vie. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement partagées par les porteurs de projets. Très bien, merci beaucoup. Ça montre qu'il faut qu'on continue tous ces projets collectivement. Je propose qu'on prenne, il nous reste du temps un peu pour répondre à des questions. On a un certain nombre de questions qui ont été posées. J'en commencerai par la première. Existe-t-il des formations sur l'évaluation d'impact? Sauf quand vous êtes soutenu, vous avez bien vu par la Fondation NES, vous ne pouvez pas rentrer dans un cursus, mais globalement, sur ces évaluations d'impact, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme dispositif de formation accessible pour les uns et les autres? Il y a des formations qui existent, qui peuvent être des formations à sensibilisation à l'évaluation d'impact social via des webinaires par exemple, et qui sont de plus en plus fréquents. Il y a aussi des formations qui peuvent être sur 1 jour, 2 jours, 3 jours.
qui sont souvent des formations payantes, qui sont soit animées par des universités, des écoles de commerce, des cabinets de conseil. Ça a un coût, et donc effectivement, le fait qu'un financeur puisse contribuer à cette prise en charge du coût, ça peut aussi être une piste intéressante, et ça ne coûte pas forcément extrêmement cher aux financeurs de le faire. Et ensuite, on bascule, une fois qu'on a fait les formations, on peut basculer sur des accompagnements de plus long terme par la suite. Et il y a des formations qui sont prises dans le système de financement actuel de la formation continue? Oui. D'accord. Une question à vous, je ne vais pas tout cibler sur François. On a parlé tout à l'heure de à quel moment du projet faut-il prévoir l'évaluation d'impact. Finalement, si on devait faire une synthèse de ce qu'on a dit, c'est quand on pense que c'est mûr et qu'on y va, ou c'est quand l'opportunité, vous diriez quoi? Alors, nous, ça nous est arrivé en année 3, finalement. C'est pas mal, parce que en fait, finalement, le projet a bien évolué entre l'année 1 et 2, et voilà. Mais en fait, vraiment, si vous ne nous l'aviez pas proposé, je pense qu'on n'aurait pas eu les moyens de la... Donc, en fait, là, je veux dire, ça a été une opportunité, une belle opportunité. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour le projet. Voilà. C'est une opportunité qui rencontrait une réflexion. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que les résultats vont venir au moment où on est prêt à vouloir déployer, etc. Donc, moi, ça renforce ça. Guillaume, voilà. Moi, je pourrais dire en un mot, comme je me parlais tout à l'heure de ma métaphore sur la navigation, quand on navigue, on a besoin d'avoir des indicateurs en permanence. Donc vraiment, c'est intéressant au départ, c'est intéressant pendant et c'est intéressant à l'arrivée pour voir le trajet qu'on a fait. Alors, il y a une question également, parce que là, vous êtes des associations quand même d'une certaine taille, mais la petite association faite que de bénévoles, sur le sujet de l'évaluation, qui se donne un mal de chien, qui cherche des financements, mais qui a besoin de se crédibiliser, comment on peut les embarquer? C'est quoi le conseil qu'on donnerait, qu'on peut leur donner? Le conseil, c'est d'avoir un partenaire comme vous. Mais sinon, mais on peut pas. Je pense qu'il faut rester dans cette réalité. Autant on sait et on est conscient que c'est précieux, autant y accéder, c'est pratiquement impossible pour les associations. Oui. Oui, François. Ça peut être effectivement compliqué parce que c'est ce qu'on dit souvent, l'évaluation c'est aussi un métier. Donc il y a des professionnels qui savent exercer ce métier. Néanmoins, il y a des professionnels, et quand il y a des professionnels, il y a des amateurs aussi. Et on peut s'essayer à l'évaluation, y compris quand on est une association qui est uniquement composée de bénévoles. C'est-à-dire se poser ensemble avec l'équipe et puis se dire tiens, en fait, on remet à plat un peu c'est quoi nos objectifs, nos impacts attendus, à qui on s'adresse vraiment, et commencer à se poser des questions comme ça. Comment est-ce qu'on mesure les choses? Alors peut-être que ce ne sera pas de niveau extrêmement professionnel, mais en tout cas enclencher une dynamique, c'est beaucoup mieux que rien, et ça permet de faire réfléchir énormément. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique des questions, ça rejoint ce que vous présentiez au début, où on voit bien des étapes, et finalement le conseil que vous dites, posons-nous des questions aux différentes étapes. Je crois qu'au départ, on a commencé quand même cette conférence, ce webinaire en parlant du temps. On n'a pas de temps. Donc on est dans une espèce moi je dirais d'essoreuse, parce que les bénéficiaires sont nombreux, de plus en plus nombreux. Donc en fait on va privilégier une organisation qui marche, tout en ne la remettant pas en question. Sans doute que de temps en temps, le soir, quand on ferme la porte, on se dit il faudrait voir tel et tel point. Mais la mesure, l'évaluation d'impact, c'est reprendre de la hauteur, tout en disant qu'on n'a pas de temps. Mais en fait on nous imposera de prendre ce temps-là. C'est vrai, et en même temps, moi ce qui me frappe beaucoup, et ce qui nous frappe au niveau de l'équipe, c'est que vous faites des choses absolument remarquables. Mais on est dans ce temps qui court pour toujours aller chercher des financeurs, etc. Et on se dit, mais si ce temps de la crédibilité, pour reprendre votre terme, si je l'avais pris, est-ce que ça ne me ferait pas gagner beaucoup de temps par ailleurs? Parce que je serais beaucoup plus fort quand je vois des associations où sur 3 salariés, il y en a un qui passe son temps à aller chercher les sous et qu'on ne regarde pas l'évaluation. Donc peut-être qu'il faut lui donner un regard. Alors c'est toujours une question qu'on se pose, c'est facile, il n'y a qu'à Faucon, mais peut-être que là, ça permettrait d'augmenter cette assise, cette crédibilité des associations. Oui. Je rajouterais, parce qu'on parle beaucoup de recherche de financement et de l'impact que ça peut avoir sur la recherche de financement. Je pense que là, on est dans le domaine des financements privés, et puis il y a le financement public. Oui. Et c'est extrêmement chronophage. Donc il faut y voir en fait un impact que nous avons besoin et qui doit être immédiat, parce que finalement, l'équilibre entre la visibilité de l'impact sur les bénéficiaires, mais aussi la visibilité économique, elle est tout le temps en situation critique.
Je veux dire, on est obligé d'avancer avec les moyens, mais aussi des moyens qui nous sont donnés, avec une difficulté, c'est de gérer tout ça, quoi. Enfin, Stéphanie? Oui, et puis moi je le vois, enfin, je veux dire, quand on fait des demandes de financement, on remplit des cadres logiques, on définit des objectifs, on se met quand même finalement des indicateurs. Moi, dans la formation, on évalue sans cesse la formation de satisfaction, de est-ce qu'il y a eu un retour sur le terrain, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Enfin, je veux dire, vraiment. Et c'est vrai que par contre, moi, je suis contente parce que ça y est, le projet peut rentrer dans cette démarche. Et vous allez nous faire des outils qui vont nous permettre de la garder, de la maintenir. Mais sans tout ce travail que vous avez fait pendant votre intervention, alors oui, c'est bien de commencer un peu, mais franchement, vraiment, vous avez fait un grand cadeau aux associations à qui vous avez offert ça. Mais par rapport à ce que vous dites, ça veut dire également qu'il y a un vrai travail au sein des mécènes, des fondations, etc., oui, pour s'interroger sur la façon avec laquelle ils accompagnent, quels sont les critères et comment ils devraient accompagner dans cette dimension de l'évaluation. Je pense qu'il y a également un travail, là, je pense à l'association des fondations, mais enfin on voit bien que ce travail, il n'y avait pas très longtemps le congrès, et on voit que ce sujet de l'évaluation commence à être une préoccupation quand même beaucoup plus globale au niveau des fondations, et je pense que ça passera également par les financeurs. On ne voudrait pas trop dépasser le temps. Il y a une question qui était sur la façon avec laquelle, comment comptez-vous évaluer de nouveau l'action de la Fondation dans un an et comparer les résultats? On a demandé à Phare de continuer à nous accompagner parce que je pense que c'est comme pour vous, on voit bien qu'il y a une logique de dynamisme et donc c'est important de pouvoir évaluer dans le temps. Oui, ça nous paraît important et oui, on va continuer et oui, on reviendra vers vous pour donner les résultats. L'idée, c'est de bien évidemment être transparent au sein de la fondation, mais plus largement à l'extérieur, parce que ça fait partie également des règles du jeu de cette fondation et notre éthique. Ensuite, il y a une question peut-être qu'on peut considérer qu'on y a répondu tout à l'heure, mais quand même, je la repose parce qu'elle est clé. Concédez-vous que la réflexion menant au cadrage de l'évaluation ne concerne que le responsable du projet ou une équipe élargie? On y a répondu, l'équipe élargie. Parce qu'il n'y a pas d'état d'âme. Si c'est que le truc c'est que le patron dans son coin, le truc est planté. Du Marc, si c'était que le patron dans son coin, si vous n'arrivez pas à changer d'avis, vous y allez ou vous n'y allez pas? C'est une bonne question. C'est jamais arrivé, en fait. D'accord, donc voilà. Vous arrivez toujours à l'embarquer. Très bien. Et une dernière question, une évaluation en interne sera-t-elle considérée de la même manière par un bailleur qu'une évaluation menée par un cabinet externe? C'est important. Quel est le poids de l'évaluation? Qui veut répondre? C'est la neutralité. Évidemment, c'est beaucoup plus important d'avoir un prestataire externe, extérieur, en plus piloté, je trouve, en plus par une fondation, donc quelqu'un qui aide déjà et qui soutient financièrement, on va dire, plus globalement l'action, avec une préconisation, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus rassurant aussi. Oui. Je compléterai juste ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec aussi la robustesse de la méthodologie qui est apportée par, pour le coup, l'agence Phare, mais en tout cas par l'intervenant qui fait cette étude d'impact. Vraiment, on voit vraiment qu'il y a un métier, il y a une compétence très forte dans cette évaluation d'impact et ça compte pour beaucoup. D'accord. Et une dernière, parce que nous, on est dans des process les uns et les autres, on n'a pas encore l'évaluation à distance. Vous, ça fait un bout de temps. C'est quoi la belle histoire où cette évaluation, vous avez accompagné une association, il y a eu tout ce process d'évaluation qui les a permis d'exploser en sens de rayonner et de rayonner. Vous avez une belle histoire? Je ne sais pas si c'est une belle histoire, mais il y a beaucoup d'acteurs qu'on a accompagnés. Et j'ai notamment en tête un centre social dans les Ardennes qu'on avait pu accompagner il y a quelques années, qui est typiquement le type de structure qui n'a jamais accès à l'évaluation d'impact social parce que c'est éloigné de la culture. C'est souvent des structures parisiennes aussi qui font de l'évaluation et donc ils en sont un peu éloignés géographiquement. Avec eux, on a pu passer un peu de temps. On n'est peut-être pas allé jusqu'au bout de ce qu'on a pu faire, mais en tout cas la dynamique et les journées qu'on a passées ensemble à mettre à plat les actions, à réfléchir aux impacts qu'ils avaient. À la fin de la journée, ils étaient hyper contents. À la fin des 2 journées, ils étaient très contents parce qu'ils étaient capables de dire plus seulement on fait ça, on fait 50 actions pour nos 4000 bénéficiaires, mais ce qu'on fait, ça sert à ça, en fait. Ça sert à avoir tel impact, tel impact et tel impact. Les bénéficiaires, finalement, c'est un sujet clé, on les oublie de temps en temps. Et c'est clé. Et on leur donne la parole, on est dans la bienveillance et pas la bientraitance, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup. Je tiens, voilà, c'est la conclusion, la fin. Encore merci, bien sûr, aux intervenants. Merci à tous ceux qui ont préparé.
Merci à la régie, on est dans un endroit absolument magique. Donc merci à tous ceux qui se sont donné du mal pour réussir ce webinaire. Tout sera bien sûr mis à la disposition sur le site de la Fondation. Il y a Loli qui a beaucoup dans les réseaux pour que. Donc n'hésitez pas à partager. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une vérité, il y a des belles questions, il y a beaucoup de sens, il y a du sens. C'est ça qui quand même, je crois, est notre moteur à tous. Mais là, on le voit. Donc merci à vous d'avoir participé. Sachez qu'on a plusieurs temps forts comme ça de la Fondation. Notre prochain temps fort sera sur la médiation en santé. Beaucoup de structures travaillent dans cette notion qu'on accompagne au niveau de la Fondation dans la médiation en santé. Et donc nous avons un webinaire le 23 à 11h30 sur la médiation en santé. Et là encore, avec des associations qui sont sur le terrain, qui font des choses absolument remarquables. Je tiens juste à préciser, parce que souvent, on ne sait pas, les médiations en santé, ce n'est pas gérer le conflit entre un docteur et un directeur. La médiation en santé, c'est cette notion du aller vers des gens qui sont loin de la santé pour un certain nombre de raisons et leur redonner envie et de les accompagner. Accompagner, ça a été un mot-clé de tout le travail d'aujourd'hui. Les accompagner pour les orienter dans le système de santé et qu'ils reprennent confiance en eux pour se réintéresser à la santé. Donc, c'est les webinaires le 23 à 11h30 et bien évidemment, il y aura d'autres événements également de la Fondation. N'hésitez pas d'aller sur le site de la Fondation. Vous aurez toutes les informations pratiques. On vous souhaite collectivement une très bonne soirée. Mais n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, vous les mettez sur le site de la Fondation. On est bien sûr à votre disposition. Et si vous avez besoin de liens avec un certain nombre d'intervenants de ce soir, bien évidemment, là encore, plus on peut travailler collectivement et chasser en meute, plus c'est efficace sur ce sujet. Donc merci à tous. Bonsoir.